J'ai déjà pas mal de fois parlé de Zoro et plus principalement des prochaines lames noires puisque nous savons qu'il s'agira très certainement de l'étape finale pour Zoro avant de pouvoir combattre Mihawk sur un pied d'égalité et ainsi d'avoir ses chances de réaliser son rêve, celui de devenir le meilleur épéiste du monde. Seulement, je n'ai jamais parlé d'Enma en profondeur, ce que représente cette épée, ce power-up au niveau scénaristique et l'intérêt pour Zoro de troquer Shisui pour Enma. Mais on va pas s'arrêter à théoriser autour de Enma et du power-up, tu commences à me connaître. Nous allons nous intéresser principalement au personnage de Zoro, analyser le traitement du second et vice-capitaine de Mugiwara depuis l'ellipse, mais avant de commencer, je t'invite à laisser le Gomu Gomu no pouce bleu en fin de vidéo si cette dernière t'a plu. Roronoa Zoro est très certainement l'un des meilleurs Mugiwara en termes de charisme, de ce qu'il apporte au groupe et de son rôle au sein de l'équipage. En effet, s'il n'est pas mon Mugiwara préféré, il reste malgré tout parmi ceux que je préfère, au même titre que Luffy. Car je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, mais mon Mugiwara préféré est et restera sûrement Sanji, puisque je préfère le traitement de ce dernier, son caractère, ce qu'il représente et le fait qu'il est beaucoup plus humanisé que les autres Mugiwara parmi le fameux Monster Trio, qui a été le sujet de ma précédente théorie. En somme, je me retrouve plus facilement en Sanji qu'en les autres Mugiwara. Mais ce n'est pas pour autant que je déteste Zoro, bien au contraire, je n'ai d'ailleurs jamais compris pourquoi on ne pouvait pas juste apprécier ces deux Mugiwara incroyables à leur juste valeur. Car à en croire les personnes sur les réseaux sociaux, ces derniers seraient en compétition et il faut choisir un camp, Zoro ou Sanji. Moi personnellement, même si je préfère Sanji, je sais que Zoro est plus fort que lui et j'aime aussi énormément le personnage de Zoro. J'ai envie de le voir dans des moments badass, épiques, j'ai envie de le voir combattre Kaido aux côtés de Luffy, j'ai envie de le voir faire des dingueries tout simplement. Car Zoro reste un personnage qui a été très bien développé durant toute la première partie de One Piece et son caractère et sa volonté de devenir le meilleur épéiste du monde ont fait de lui l'un des personnages les plus appréciés du manga à juste titre. Mais je suis un peu déçu personnellement du traitement de ce dernier depuis l'ellipse. En effet, si on s'arrête à purement discuter de ses actions depuis les retrouvailles des Mugiwara à Sabaody, eh bien on ne peut que souligner la faible implication de Zoro dans les actions des Mugiwara, d'un point de vue émotion, sentiment. Et ce n'est bien évidemment pas une régression du personnage dans le sens où Zoro n'est pas devenu plus faible ou moins intéressant ou n'importe. Non, ce n'est absolument pas ça. C'est juste un choix scénaristique de Oda afin de mettre en avant d'autres personnages. Par exemple, si Zoro se retrouve totalement en retrait durant Punk Hazard, c'est pour mettre en avant Trafalgar Law qui reste un supernova capitaine au même titre que Luffy, mais en plus de ça, se présente en tant que corsaire et propose une alliance à Luffy pour faire tomber Kaido. Ainsi, si Luffy se retrouve à battre l'antagoniste le plus dangereux de l'arc, le second antagoniste est plutôt laissé à Law qu'à Zoro, alors que Zoro se retrouve à éliminer un personnage d'un niveau bien inférieur à lui. Et si le moment peut être badass et appréciable auprès des fans qui ne jurent que par le charisme d'une scène, eh bien en réalité l'intérêt de cette dernière, à part faire plaisir aux fans, n'apporte pas grand chose au personnage de Zoro et à l'histoire de One Piece. Ensuite à Dressrosa, on aura droit à une humiliation pour Zoro durant la quasi-totalité de la phase combat de l'arc, où Zoro ne fait que courir après Pika avant de le battre d'une manière, soulignons-le, très stylée. Ensuite à Zo, Zoro se fait surprendre par Carotte, puisqu'il ne s'attendait pas à ce qu'elle soit capable de sauter en plein air, et on ne le reverra plus jusqu'à Wano Kuni où son traitement sera enfin de retour. Et j'ai envie de demander à vous, fans de Zoro, à votre honnêteté, si on analyse le traitement de Zoro entre les différents arcs depuis l'ellipse, selon vous, dans quel arc reconnaît-on le plus Zoro ? Et je pense que tout fan honnête de Zoro, comme moi, dira que Zoro est bien plus intéressant et impliqué dans l'arc Wano Kuni que dans tous les autres arcs réunis. Et comme j'ai dit plus tôt, il n'y a rien de mal à dire ça, c'est pas le personnage de Zoro qui est devenu mauvais, mais Oda qui a décidé de le laisser de côté pour introduire et développer d'autres personnages. Law à Punk Hazard, les capitaines alliés qui deviendront les flottes des Mugiwara à Dressrosa, etc. C'est comme par exemple dire que Sanji a servi de faire valoir de Flamingo durant l'arc Dressrosa, une position honteuse pour le personnage de Sanji, mais qui permet de faire comprendre à quel point Doflamingo est fort. Mais ce traitement de Sanji est assez décevant pour les fans de Sanji comme moi. Mais Oda a décidé ainsi et il faut l'accepter objectivement. Et si on analyse tout ça, on ne peut pas dire que Zoro est aussi intéressant durant les arcs Dressrosa, Punk Hazard et Wano Kuni. Le développement et le traitement de Zoro à Wano Kuni est ce à quoi nous a habitué Oda pour Zoro pré-ellipse. C'est-à-dire que même s'il fait cavalier seul, car il se perd, etc., il rencontre des gens, prend des décisions importantes à l'histoire, a un développement personnel durant ce même arc, etc. Par exemple, avant sa rencontre avec Yasuye, il s'agissait d'un Zoro post-ellipse qui souriait beaucoup moins dû à son entraînement très difficile et son sérieux et au danger qu'il encourt tout simplement. On pouvait même théoriser sur le fait qu'il s'agissait d'une malédiction liée à son katana ou les fameux Ashura, etc. Mais depuis sa rencontre avec Yasuye, Zoro a évolué sur plusieurs points, notamment sur le fait qu'il montre beaucoup plus d'empathie. La mort de Yasuye l'aura notamment mis hors de lui et on voit aussi Zoro beaucoup plus rire qu'avant. Et c'est là qu'on voit la qualité d'un développement et d'une écriture par Oda puisque tout cela était implicite mais
très intéressant, et c'est ce qu'il manquait selon moi pour Zoro dans les autres arcs depuis l'ellipse. Mais heureusement, à Wano Kuni, on voit Zoro beaucoup plus impliqué, si on peut se dire que c'est logique car Wano Kuni est l'arc des samouraïs. Oda a bien joué sur un élément important. Luffy découvre l'état du peuple de Wano Kuni à travers Otama et Zoro découvre l'état de ce même peuple à travers Yasuie. C'est pour ça qu'ils sont hors d'eux lorsque les gifters gaspillent des Oshiruko à Onigashima. Bien plus que de se battre pour leurs raisons personnelles de pirates, ils ont fait de la vengeance de Yasuie et de la libération du peuple de Wano Kuni des causes de leur implication personnelle dans cette bataille et révolution des fourreaux rouges. On retrouve enfin Zoro avec de l'empathie et une mise en avant de ce dernier. C'est d'ailleurs pour ces raisons que je disais que j'espère le voir aux côtés de Luffy durant le combat des Supernova contre Kaido. Au-delà de juste montrer Zoro comme un personnage badass capable de one-shot des personnages très faibles, on voit un Zoro qui prend des risques pour aider des personnes et qui est mis dans des situations un peu plus compliquées, mais qu'on retrouve le Zoro stylé qui sourit face à l'adversité et au danger. Mais du coup, j'ai partagé tout cela, mais il est vrai que c'est du passé, car aujourd'hui on a retrouvé le Zoro stylé, développé et impliqué dans la bataille. Plus que de paraître comme un élément extérieur sans empathie, Zoro est enfin le Mugiwara qui prend des décisions, des actions, est au devant de la scène, etc. Mais il reste un problème malgré tout, et c'est Enma. En effet, je l'avançais très rapidement dans ma vidéo sur le Monster Trio, mais selon moi, Enma relève plusieurs problèmes et défauts d'écriture de Oda qui était très certainement plus occupé à développer le reste des éléments importants de l'arc et a donc fait passer Enma très rapidement. Comme je l'ai dit dans ma vidéo sur le Monster Trio, ce n'est pas Enma qui est un mauvais élément ou quoi, mais bien la façon dont ce dernier a été introduit. Si beaucoup de fans disaient qu'il était impossible que Zoro change Shisui pour Enma, la majorité a retourné sa veste pour dire que c'était normal pour finir. Alors que lors de ma review du chapitre correspondant, je disais déjà que Zoro allait très certainement accepter l'échange, mais pour finir, je fus malgré tout un peu déçu. Premièrement, car on est tous assez d'accord sur le fait qu'on avait l'impression que Zoro ne s'était jamais mis au maximum de ses capacités depuis l'ellipse. Et si beaucoup pensent que grâce à ça, Zoro était l'égal de Luffy, eh bien pourquoi introduire un power-up sans voir le niveau maximal et les limites de Zoro avant? Par exemple, Luffy, on l'a vu se faire rétamer par Kaido avant qu'il recherche cette idée de pouvoir faire imploser son haki dans son adversaire. Et cela apporte un peu de frustration, mais ça reste acceptable. Ce n'est pas le plus problématique. En effet, le plus problématique reste le raccourci que Zoro prend pour devenir plus fort, un raccourci que Zoro n'a jamais pris. Bien évidemment, dans le cas du personnage de Zoro, donc si on se met à sa place, ce n'est pas le cas puisqu'il troque une épée pour une autre épée et dit que tant qu'il a 3 katanas, il est content. Mais seulement, Oda l'a mal introduit selon moi car on peut voir le raccourci que Oda a créé d'un point de vue des lecteurs pour Zoro pour qu'il ait un power-up cohérent durant l'arc Onigashima. Et c'est ce qu'on appelle une facilité scénaristique. En effet, Hiyori a pour finir vendu Enma comme la seule âme capable de trancher Kaido, un argument qui a poussé Zoro à accepter la lame, mais on a appris par la suite qu'il suffit de maîtriser le Ryuododen, chose que Zoro maîtrise très certainement puisqu'il s'agit du haki de l'armement version samouraï de Wano Kuni et que Zoro a appris auprès de Koshiro, fils de Kozaburo de la famille Shimotsuki, originaire de Wano, la manière d'utiliser cette version du haki. Ainsi, Zoro aurait très bien pu atteindre Kaido sans Enma comme les fourreaux rouges atteignent Kaido sans la lame de Oden. Pour finir, Enma apportera donc un raccourci dans la quête de puissance de Zoro, chose qui n'a jamais été présente jusqu'à aujourd'hui pour le personnage de Zoro, rappelons-le, qui était la définition des efforts et des entraînements. Si Zoro avait eu très certainement un power-up avec Shisui, il l'avait mérité à travers l'arc Thriller Bark et son combat contre le zombie Ryuma. Mais là, il reçoit Enma comme un power-up sorti du chapeau d'un magicien. Et le plus compliqué dans l'histoire est qu'il n'est pas encore expliqué pourquoi Enma consomme plus de haki que les autres katanas de Zoro. Alors que nous savons que Zoro possède le Sandai Kitetsu, donc un katana maudit, et le Wado Ishimonji, forgé par Kozaburo tout comme Enma. Mais seulement Enma a cette faculté d'être gourmande et surpuissante alors qu'elle fait partie des Owazamono comme Shisui et le Wado Ishimonji. Mais malgré tout, je ne dis pas qu'Enma est mauvais pour Zoro ou quoi, mais que son introduction était pas top. Ainsi Oda peut rattraper ça par la suite en développant le lien Enma-Kozaburo et expliquant pourquoi la lame est ainsi par la suite. Et Enma est pour finir, comme dit la Guardia sur mon Discord, un power-up mais aussi et surtout un entraînement pour Zoro. Grâce à Enma, il va apprendre à mieux maîtriser son haki, la quantité qu'il utilise améliorera la qualité de ce dernier. Cela nous fait penser au Gear 4 de Luffy qui fonctionne un peu de la même manière. Il s'agit d'une forme que Luffy peut garder un moment dû à la surconsommation des haki, mais en contrepartie cela confère à Luffy un état de puissance énorme. Ainsi il est tout à fait possible que Zoro utilise Enma seulement en dernier recours, connaissant la gourmandise de la lame mais lui conférant un état surpuissant. Une forme qui pourrait se marquer à travers, au-delà de la surconsommation de haki qu'on a vu, avec les bras en haki de Zoro, et pourquoi pas un délire lié à Ashura. En effet, si Zoro a Enma en main, il est possible qu'une partie de son corps soit recouverte de haki pour pouvoir tenir la lame, ayant une forme de tatouage stylé sur le bras avec lequel il tient la lame. Mais au-delà de ça, nous savons que Zoro maîtrise le Ashura et cette forme devrait avoir une apparence différente avec Enma en main.
Ce qui est important à souligner dans cette histoire, c'est qu'Enma est le nom du gardien de l'enfer dans la religion bouddhiste. Et nous savons à quel point Zoro est lié à la religion bouddhiste à travers le nom de ses techniques et l'incantation qu'il fait lorsqu'il utilise Dai Sanzen Sekai face à Pika. Ainsi, il sera intéressant de se dire qu'Enma sera la porte d'ouverture pour Zoro pour atteindre le monde des enfers, et ainsi ressortir le Ashura, mais pas que, puisqu'il pourra donc utiliser les flammes de l'enfer. Et toi, qu'en penses-tu du traitement de Zoro depuis l'ellipse et de son power-up en l'existence d'Enma? Laisse ton avis en commentaire. De notre côté, nous arrivons à la fin de la vidéo qui j'espère t'aura plu. Si c'est le cas, lâche le gomu gomu no pouce bleu, et si tu es nouveau, tu peux rejoindre mon équipage et devenir mon Nakama en t'abonnant et en activant la cloche. C'était Yams, El Psy, Kongeru.